J'ai vu ce film, je pense, j'avais 10 ans, donc j'étais un petit garçon, donc j'ai dû voir ça avec mes parents un soir, le souvenir un peu vague, mais en tout cas, je me souviens que j'ai vu ce film quand j'avais en gros cet âge-là et que ça devait être la période où il sortait en France. Et ça m'avait beaucoup touché, je me souviens d'avoir pleuré quand Dersu Uzala devient aveugle et ne peut plus chasser. Voilà. Je me souviens d'avoir pleuré dans ce film petit. Et je l'ai revu à plusieurs périodes de ma vie. Je l'ai revu adulte, je l'ai revu récemment. J'ai essayé de le montrer à mes enfants, j'ai pas réussi, ils ont fait grève. Mais voilà, c'est un film qui me touche beaucoup parce que c'est un film qui raconte une histoire d'explorateur. Il n'y a pas tant que ça d'histoires d'explorateurs en fait dans le cinéma, ou en tout cas d'histoires d'explorateurs intéressantes. C'est une histoire très simple, humaine, qui raconte l'amitié donc entre cet explorateur russe et son guide d'une minorité ethnique sibérienne. Et voilà, moi ça fait écho avec le grand rêve de ma vie qui est d'être un explorateur, qui est un rêve très partiellement réalisé. Mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses loin, voilà, j'ai vécu loin, j'ai essayé de vivre des aventures lointaines, j'ai fait comme j'ai pu. Et j'en ai fait un peu des films. La plupart, enfin tous mes films jusqu'à l'histoire de Suleiman, c'est des films que j'ai tournés loin. Ça me touche aussi beaucoup que ce soit un film tourné par Kurosawa, qui est donc à l'époque déjà un cinéaste japonais très reconnu, mais qui ne tourne pas au Japon, il tourne ça en Union soviétique, donc en Sibérie soviétique, loin de chez lui, dans un autre pays, dans une autre langue. Et ça me touche beaucoup, voilà, qu'on puisse faire ça, qu'on puisse se déplacer parce qu'on a un intérêt pour une question. Et la question de l'exploration, la question de l'amitié entre des gens comme ça, venant de cultures très lointaines, c'est des choses qui me touchent beaucoup. Je prépare en ce moment une série qui se passe en Amazonie. Voilà, ça sera mon Dersu Uzala. Oui, je pense. Moi, dans ma vie, le voyage a toujours été très important. C'est-à-dire que j'ai l'impression que moi qui vivais dans un milieu un peu fermé, avec des parents universitaires, et donc moi promis à une carrière universitaire parce qu'on n'imaginait pas autre chose chez moi, avec un parcours très tracé comme ça. Donc moi, j'ai passé plein de concours quand j'étais jeune. J'ai eu tous ces concours. J'étais très normé scolairement pour un parcours académique comme ça. Et c'est vraiment le voyage qui m'a sorti de ça. Donc des grands voyages que j'ai faits dès tout jeune, et puis ensuite partir à l'étranger. Donc avec première fois, je suis parti habiter ailleurs quand je suis parti au Vietnam. J'avais 25 ans. Ça a été une année extraordinaire pour moi. Je pense que c'est la meilleure année de ma vie en fait. Bon, 25 ans, c'est cool, c'est vrai. Mais indépendamment de ça, je pense qu'à l'étranger, j'ai eu la possibilité tout d'un coup déjà de vivre plein d'aventures extraordinaires que je ne vous raconterai pas. Mais, mais aussi, pour le dire autrement, de rencontrer des gens de milieux sociaux très différents. Quand je suis à Paris, je suis très enfermé dans un milieu. C'est pas une prison, hein, et ça tient qu'à moi, mais c'est les habitudes qui font comme ça. Je suis avec des gens de mon milieu social, des gens cultivés, des gens voilà, de cette, on pourrait dire, bourgeoisie culturelle, bourgeoisie universitaire. Et tout d'un coup, étant au Vietnam, j'ai rencontré des gens de tout milieu. Voilà. Plus haut, plus bas. euh, voilà, plein de gens. Jamais de faux pas. Non, je pense que la base, c'est d'avoir un intérêt, j'allais dire un amour, et puis je me suis corrigé, mais je devrais peut-être pas me corriger. Moi, j'ai adoré ce pays, le Vietnam, quand j'y ai vécu, donc j'avais un intérêt pour tout, pour les gens, un plaisir à parler la langue, euh, et je pense que c'est la base déjà d'aller vers des gens ou vers des communautés qui nous attirent parce qu'on y trouve plein de choses qu'on aime, quoi. Donc ça, c'est un peu la base, en fait. Et puis après, bon, on parle de se rapprocher de communautés, mais en fait, c'est toujours se rapprocher de gens, parce que dans les communautés, il y a des gens, et c'est le rapport humain que tu peux instaurer à chaque personne. Avec chaque personne, parfois, c'est un rapport humain qui va durer seulement 5 minutes, le temps d'un échange, et puis parfois, c'est quelque chose qui va durer pendant des années, parce qu'il se noue vraiment quelque chose, parce que tu fais un film ensemble, ou parce qu'il y a une amitié qui dure comme ça. Et ben c'est juste, je pense que la base, c'est l'humilité, en fait. C'est-à-dire se dire on est là pour apprendre, que les gens qui sont en face vont nous apprendre plein de choses, et l'humilité qui amène le respect, et puis après, après tout se passe bien, en fait.
Je ne sais pas si je me recrée des repères. Je pense que j'aime bien apprendre des choses. Donc, aller au Vietnam, pour moi, ça voulait dire forcément apprendre la langue. Ça voulait dire apprendre beaucoup sur l'histoire du Vietnam, apprendre sur faire de l'anthropologie au Vietnam. Enfin voilà, apprendre plein de choses. Et c'est pour ça que je parlais d'humilité tout à l'heure, parce que quand on veut apprendre, on est forcément humble et on part du principe qu'on ne sait pas encore tout ce qu'on doit savoir et qu'on va apprendre aussi bien dans les livres qu'en rencontrant les gens, qu'en parlant. Et c'est génial de découvrir comme ça à la fois un pays, son histoire, sa culture, des gens, des milieux sociaux, des rapports sociaux. C'est incroyablement riche. Moi, je trouve ça génial de vivre ça à 25 ans, en fait. Non, mais je dis ça en riant, mais en même temps, c'est vrai. Moi, j'étais dans un modèle économique pas du tout viable. Si je me souviens bien, quand j'ai fait Les âmes errantes, j'ai travaillé 3 ans sur le film et j'ai gagné 2 500 euros. Donc, ça va si on fait autre chose à côté, mais c'est pas un équilibre complètement tenable. Donc, je range ça maintenant, mais en vrai, ça fait partie de l'équation quand on fait des choix comme ça. Euh, Sinon, j'avais pas vraiment une frustration du documentaire. J'étais très content des âmes errantes. En fait, c'est un film. J'ai adoré faire ce film. Je l'ai vu comme une expérience vraiment complète de cinéma documentaire et presque comme une expérience parfaite. Je ne veux pas dire que le film est parfait, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais mon expérience de réaliser ce film a été parfaite parce que je pense que c'était un objet parfait en fait pour faire un film documentaire. Pourquoi? Parce que dans Les âmes errantes, je me suis intéressé à toutes ces familles vietnamiennes qui ont perdu un mort à la guerre et qui se mettent 20, 30 ans après à rechercher les corps de ces morts pour pouvoir enfin les enterrer correctement et faire leur deuil. Et ces morts-là, en vietnamien, on les appelle liet si, ce qui veut dire martyrs, ce qui veut dire qu'ils ont un statut très particulier. C'est à la fois des morts privés, c'est quelque chose de très intime. Moi, j'ai vu des mères qui avaient perdu leur enfant, des gens qui avaient perdu leur frère, cette femme que je suis dans le film finalement qui a perdu son mari. Donc c'est extrêmement intime, ça raconte des histoires intimes. Et en même temps, c'est social, c'est politique, c'est public. À partir du moment où le mort est un martyr, c'est-à-dire qu'il a ce titre national, c'est public. Et le fait que ce soit pas seulement privé, mais aussi public, me donne la possibilité de rentrer dedans en fait. Mon intrusion avec ma caméra, elle n'est pas une intrusion. Elle est accueillie par la famille très volontiers et on peut partager plein de choses. On peut partager plein de choses parce que c'est à la fois public et privé. Et c'était une histoire vraiment très bouleversante. Enfin, vraiment, moi qui connaissais très bien le Vietnam, quand j'ai fait ce film, j'ai eu accès à tout d'un coup autre chose, un autre niveau d'intimité avec les Vietnamiens. Par exemple, j'ai commencé à faire quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Vous savez, dans toutes les maisons vietnamiennes, il y a un hôtel des ancêtres. C'est un hôtel comme ça en hauteur où on met des corbeilles de fruits, les photos des morts. Voilà. Et souvent, il y a un bol avec de l'encens. Et à certains jours particuliers, on allume de l'encens. Ou alors quand il y a certains visiteurs qui veulent avoir une prière pour le mort, on allume de l'encens. Et moi, étranger, jamais j'avais eu de rapport avec ça. Et à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, le nombre de familles dans lesquelles je suis rentré et j'ai allumé de l'encens avec eux et j'ai prié avec eux en imitant les gestes des gens et tout ça, ça m'a donné un accès tout d'un coup incroyable à ce pays, à quelque chose de très intime du pays, d'un certain nombre de familles, de personnes qui m'ont accueilli comme ça et ils m'ont vraiment accueilli dans leur monde, dans leur deuil, dans leur souffrance, dans leurs croyances et c'était génial. Et vraiment, bon, le film, il est ce qu'il est, mais l'expérience, elle était parfaite, en fait. Et c'est pas tant la frustration du documentaire qui m'a conduit à changer un peu quelque chose, c'est plutôt le fait que j'avais du mal à concevoir comment répliquer, en fait, cette expérience sur d'autres objets. C'est-à-dire, je pense que j'allais dire c'est facile, je sais pas si c'est facile, mais enfin, c'est pas inaccessible de faire un bon film documentaire où on est juste à la bonne place, on raconte la bonne histoire, qui à la fois nous touche soi-même et en même temps parle de quelque chose d'important, etc. Mais c'est pas évident de répliquer cette expérience pour en faire une carrière de réalisateur et que tous les 2-3 ans, en comptant donc 2500 euros tous les 2-3 ans, que tous les 2-3 ans, on va retrouver un projet de film qui a sa nécessité, qui a sa beauté, qui a
voilà, à la fois sa nécessité pour le public et sa nécessité intérieure. Et j'ai eu pas mal de mal en fait à trouver un autre objet. J'avais commencé à faire des repérages ensuite au Vietnam sur un autre sujet. Puis finalement, très vite, ça m'a glissé entre les doigts et je trouvais que rien n'était aussi bien que ce film que j'avais fait. Bien sûr, c'était que ce soit le seul film qui obéit pas à ce schéma, c'est Camille, qui est un peu différent, mais que ce soit Les âmes errantes, Hope ou l'histoire de Suleiman, ça consiste à raconter l'histoire des autres. On peut dire qu'à chaque fois, c'est passé de l'autre côté. Les âmes errantes, ben, on a toujours cette représentation, nous, de la guerre du Vietnam, où les Vietnamiens ils sont de l'autre côté, puisqu'on connaît la guerre du Vietnam à travers le cinéma américain. Et là, voilà, on passe de l'autre côté pour s'intéresser aux histoires de ces soldats vietnamiens qui ont fait la guerre américaine, comme ils l'appellent eux. Quand on fait Hope, c'est pareil, il y a toujours cette représentation, si on est européen, que les migrants, c'est ceux qui arrivent chez nous et qui ils viennent de là-bas et ils viennent ici. Et tout d'un coup, renverser la perspective et se mettre là-bas et regarder l'Europe comme un lointain. Voilà, on passe de l'autre côté. Et Suleiman, c'est pareil, on pourrait dire qu'on passe de l'autre côté du téléphone. On commande sur Uber Eats, Deliveroo, et puis le livreur, il est juste une silhouette qui entre, donne son sac et est déjà reparti avant même qu'on ait le temps de dire merci. Et on va passer de l'autre côté de l'application et s'intéresser à ce livreur et voir au contraire le client que nous sommes ou que nous pouvons être comme l'autre. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a cette démarche de se retourner, de passer de l'autre côté pour s'intéresser à l'autre, qui est une démarche anthropologique. Je me suis beaucoup intéressé à l'anthropologie quand j'étais jeune. Quand j'ai quitté la philosophie, j'aurais été tenté même de faire de l'anthropologie. Puis je me suis dit, je vais devoir refaire une thèse? Non. Oui, oui, Camille, c'est moi. Enfin, c'est une sorte de, enfin, c'est moi et c'est pas moi. Mais en un sens, c'est moi. C'est une sorte de double de moi-même. C'est quelqu'un qui regarde comme moi, dont elle fait son métier comme moi, et qui part loin pour le faire, comme je l'ai fait beaucoup. Et à la fin du film, il y a une voix off du personnage où elle dit mais c'est quoi mon problème? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'aller au bout du monde pour trouver le sens de ma vie? Qu'est-ce que je fais à m'intéresser à ces guerres qui ne sont pas ma guerre, etc. Et ça, clairement, la voix off du personnage, c'est ma voix à moi, que je prête à Camille. Donc c'est vrai que Camille, en ce sens-là, est différent des autres films parce que c'est un film où je choisis comme personnage principal quelqu'un qui est quelqu'un comme moi et pas l'autre. Après, voilà, en le faisant, je me suis quand même intéressé à une personne réelle qui avait existé, Camille Lepage. Et j'ai fait ce que je fais toujours, c'est-à-dire beaucoup de recherche, beaucoup de travail d'enquête avant, pendant l'écriture du scénario, pour comprendre qui était Camille Lepage. Donc j'ai rencontré à peu près tous ses amis, tous ses collègues, les gens qui ont bossé avec elle, les gens qui ont acheté ses photos, directeurs photos de journaux qui ont acheté ses photos, les gens en Centrafrique qui l'ont rencontré, qui ont été ses amis. Enfin voilà, j'ai rencontré un peu ses copines qui m'ont raconté la moindre de ces histoires de cul. À un moment donné, je me disais, mais pourquoi on me raconte ça à moi? Je pense que ça leur faisait du bien, en fait, je devenais un peu le psy. Mais à un moment donné, c'était un peu vertigineux. Je me disais, mais en fait, pourquoi je sais tout ça sur cette jeune femme qui est morte? Je suis sans doute la personne au monde qui connaît le plus de choses d'elle, plus que sa famille même, parce que je connais toutes les facettes différentes. Et voilà, donc voilà, je me suis vraiment beaucoup travaillé pour comprendre ce personnage, qui est un personnage très différent de moi. C'est une jeune photographe, je suis ni jeune ni photographe. C'est une femme, ce qui change beaucoup de choses. Et puis pour comprendre son métier, ça m'a beaucoup intéressé aussi de comprendre son métier, donc de comprendre ça, d'essayer de comprendre ça précisément. C'est quoi être photojournaliste, comment on travaille, c'est quoi éditer ses photos, comment on vend ses photos, comment on présente un portfolio à un directeur photo de magazine, comment on cadre, comment on regarde. Voilà, tout ça, ça m'a beaucoup intéressé. Mais c'est vrai que voilà, le film, il est un peu double en ce sens-là, qu'à la fois c'est moi, mais en même temps, bon, je pense que je ne ferai jamais un film sur moi directement. Donc c'est moi regardé à travers quelqu'un d'autre, clairement différent de moi, voilà, dont j'ai respecté ce qu'elle est vraiment. Alors pour Sangaré, pour moi, ça ne se pose pas du tout dans les mêmes termes. Donc si tu veux, je réponds d'abord sur moi, et puis on parlera de Sangaré après. Parce que c'est vraiment, les questions ne se posent tellement pas dans les mêmes termes. Pour moi, oui, c'est sûr, je vois bien que
mon statut dans le cinéma français, il change un peu. Avant, jusqu'à présent, je faisais toujours des films qui gagnaient plein de prix, mais qui faisaient aucune entrée. Et donc j'étais un peu à la marge. Et je vois quand je tournais l'histoire de Souleymane, qu'on tournait avec assez peu d'argent, suffisamment pour travailler, mais assez peu d'argent, je me disais c'est cool, j'ai la chance de vivre en France, dans ce pays où il y a tout ce système de financement du cinéma, où on me permet de faire mon film. Je fais mon film exactement comme j'ai envie de le faire, dans une totale liberté. C'est génial, mais peut-être c'est la dernière fois. Parce que jusqu'à quand est-ce qu'on va me financer si je continue à faire 50, 60 000 entrées par film? Je ne sais pas trop. Parce que c'est vrai, c'est un problème, hein. Moi, je pense qu'il faut faire des entrées. Enfin, et je dis ça après avoir fait plusieurs films qui n'en ont pas fait, mais c'est de l'argent public. Je trouve que c'est important qu'il y ait une sorte de balance malgré tout, qui s'établisse entre l'argent qu'on dépense et puis le fait qu'un certain nombre de gens aient envie de voir le film après. C'est un peu dur, mais voilà, mais c'est une réalité. Donc j'étais vraiment en train de me dire, ça se trouve, c'est la dernière fois qu'on me laisse comme ça tourner ce que j'ai envie de tourner dans cette liberté-là. Et donc forcément, oui, là, ça change un peu la donne. Après, comment, je ne sais pas. Tant que je ne serai pas en train de financer un film, je ne peux pas répondre à cette question. Le prochain projet, quand on le financera, j'imagine que ça sera un peu plus facile, qu'on pourra peut-être avoir un peu plus d'argent. Moi, j'ai toujours fait des films assez pauvres, hein. Mais c'est très bien comme ça. Donc j'imagine que ça se financera un peu plus facilement. Maintenant, qu'est-ce que ça change concrètement? Moi, j'ai envie de faire les mêmes films. J'ai pas envie de faire autre chose. J'ai pas envie de travailler avec des gros acteurs parce que ça m'intéresse pas. C'est pas le cinéma que j'ai envie de faire. Euh, donc, pour moi, à la fois oui, et puis ça me fait très plaisir, hein. Je ne vais pas faire comme si ça me glissait dessus. Ça me fait très plaisir cette reconnaissance. Je me rends compte a posteriori que j'en avais besoin et que j'en avais envie depuis toujours. Et donc quand ça arrive, ça fait beaucoup de bien. C'est du baume, hein, qui fait beaucoup de bien. Après, est-ce que ça change quelque chose à ce que j'ai envie de faire et à la manière dont je vais le faire? Je ne suis pas sûr complètement. Voilà. Bah, Sangaré, lui, il arrive dans le cinéma, donc c'est forcément sa vie, elle change complètement. Moi, j'avais fait un premier film, mon premier film Hope était déjà avec des acteurs non professionnels, et je me souviens que tout le temps du tournage, enfin tout le temps qu'on a passé ensemble, je leur disais, ne vous racontez pas que vous allez partir à Hollywood, tout ça. On vit cette expérience, c'est génial, profitez-en, prenez-en le maximum, mais je ne peux pas vous promettre qu'il y aura une suite. Et il n'y a pas eu de suite. Et quand j'ai embauché Sangaré, c'était un peu pareil, c'est-à-dire que si le film avait eu un bien moindre succès, ben forcément, pour lui, c'était pas sûr qu'il y ait une suite, quoi. Et donc, lui, mais voilà, lui, il n'avait pas de représentation non plus, il n'avait pas tellement de fantasmes sur le cinéma. Je pense qu'il venait avant tout parce que déjà, on proposait de l'embaucher, de le payer et qu'il n'avait rien d'autre qu'il pouvait faire. Ça, c'était la première raison. Ensuite, il a quand même pris plaisir à la chose. Et puis aujourd'hui, il se dit que oui, il aimerait bien continuer à faire du cinéma. Mais la principale chose qui a changé pour lui, c'est d'avoir des papiers, hein. Pendant longtemps, on me disait, est-ce que le film a changé la vie de Sangaré? Et je leur disais, ben, en un sens, ça l'a changé parce que oui, les gens le reconnaissent dans la rue et tout ça. Mais en vrai, non, parce qu'il n'a toujours pas de papiers. Donc voilà, depuis janvier dernier, il a des papiers. Donc là, sa vie, elle a changé très concrètement. Et ensuite, est-ce qu'il va faire des films? Peut-être. Il a accepté un projet qui se tourne en septembre, dans lequel il n'a pas le rôle principal, mais un rôle important. Je suis très curieux de voir comment il va tourner avec d'autres réalisateurs, d'autres films. Et je trouve ça super. Voilà, je trouve ça super. Non, c'est vrai que ça m'intéresse de parler avec les jeunes réalisateurs. D'ailleurs, je refuse à peu près tout maintenant, sauf quand il s'agit d'aller parler dans une école de cinéma ou pour des jeunes réalisateurs comme ça. Et bah, je pense que c'est intéressant, effectivement, de parler du cinéma pauvre. C'est-à-dire que, au fond, moi, quand j'ai tourné l'histoire de Souleymane, je dirais que j'avais presque envie de tourner ça comme un court-métrage. Je trouve qu'il y a plein de libertés qu'on a en court-métrage. Il y a plein d'endroits où la manière dont on fait les films en court-métrage, c'est la bonne manière, en fait, qui se perd ensuite quand il y a plus d'argent et qu'on est en long-métrage. D'abord, le fait que les gens qui viennent pour faire le film, ils viennent parce qu'ils ont vraiment envie. Et ça, c'est qu'ils viennent, voilà, qu'il y a une sorte de passion et de truc qui unit le groupe vraiment autour de l'envie de faire du cinéma, l'envie de faire du film. Et ça, c'est génial d'avoir ça. C'est génial d'avoir ça sur un plateau. Généralement, j'ai ça sur mes plateaux parce que les gens ils viennent faire mes films parce qu'ils ont vraiment envie. Mais c'est incroyablement précieux en fait.
Et ensuite aussi, le fait d'avoir une certaine souplesse. Moi, souvent mes équipes, j'aime bien qu'ils fassent, alors vous allez dire que j'exploite les gens, mais j'aime bien qu'ils fassent deux, trois rôles différents en fait. J'aime bien j'aime bien qu'il y ait une forme de souplesse. Par exemple, sur mes 2 premiers films, la chef-op, elle faisait aussi du maquillage. Sur mon premier film, Hope, mon premier assistant, il s'occupait aussi des costumes. Là, sur Souleymane, mon premier assistant, il a fait beaucoup de choses aussi. Et, euh, et en fait, j'aime bien ça. Mais moi, je fais beaucoup de choses aussi, hein. Je fais un peu tout je porte les caisses et puis je fais un peu tout ce qu'on peut faire à côté. Mais en fait, je trouve ça super, les équipes qui sont comme ça, pas trop chacun figé dans son rôle, très souple. Et l'avantage de tourner en équipe très légère, déjà c'est d'être léger, mais c'est aussi ce qui va lier les gens entre eux, c'est pas tout à fait pareil. Si vous avez une équipe image où il y a 10 personnes, ben le chef-op il va parler avec son équipe image et puis il va être un petit peu accaparé par ça en fait. Si maintenant à l'image, comme je lui ai imposé la première semaine, il est tout seul, le pauvre, eh ben, il va être obligé de parler avec les autres, quoi. Et donc du coup, j'ai fait ma première semaine sur Souleymane comme ça, on était 5, c'est-à-dire un à l'image, un au son, un premier assistant, un régisseur général et moi. Et c'est avec ces 5-là qu'on tourne en fait. Et du coup, les 5, c'est comme les doigts de la main. Et on est obligé de parler ensemble. Et s'il y a un problème de son, eh ben, on en parle tous ensemble. C'est pas le son qui parle avec le son pour résoudre les problèmes de son et qui éventuellement un jour vient en parler au réal. Et j'adore ça en fait. C'est l'idée qu'il y a cette sorte d'intelligence collective qui se met en place. Et souvent les courts-métrages, on les tourne comme ça. Et il faudrait arriver à conserver dans le long-métrage les bonnes habitudes du court-métrage.